Bienvenue au webinaire français « S'épanouir au travail au retour d'un congé maladie ». Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Ce webinaire fait partie de notre série liée au projet Mobiliser le talent. Mobiliser le talent de l'Alliance pour le recrutement et le maintien en poste de Canadiens ayant un handicap est un projet de 3 ans, financé par le gouvernement fédéral, Emploi et Développement social Canada. Nous tenons à remercier nos 9 organisations partenaires fondatrices ainsi que notre équipe universitaire. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter notre site Internet harnessingtalentalliance.ca. Je m'appelle Yousra Benjeloun, coordonnatrice administrative et manager de projet à l'Institut de bien-être au travail et je serai la modératrice de ce webinaire. Aujourd'hui, ce webinaire est rendu possible grâce au programme Community Gaming Grant du gouvernement de la Colombie-Britannique ainsi qu'au soutien des membres de l'Institut pour le bien-être au travail. Nous remercions nos partenaires de programme, le Conseil canadien de la réadaptation et du travail et les conférenciers qui contribuent à cette série de webinaires. Pendant que nous attendons que d'autres personnes se connectent, je vais passer en revue quelques points techniques. Pour le webinaire, vous devriez être en mesure d'entendre la présentation par les haut-parleurs de votre ordinateur ou par la ligne téléphonique de la conférence si vous avez composé le numéro. Veuillez utiliser la boîte à questions pour signaler tout problème que vous pourriez rencontrer et pour poser toute question en lien avec la présentation. Nous recueillerons les questions soumises tout au long de la présentation et nous y répondrons lors de la séance de questions-réponses à la fin. Toutes les questions auxquelles nous n'aurons pas eu le temps de répondre seront traitées et transmises après l'événement. La présentation sera enregistrée et mise en ligne gratuitement sur notre site Internet avec que les diapositives. Nous vous enverrons les liens directs par courriel lorsqu'ils seront offerts. Aujourd'hui, nous accueillons Karina Nielsen. Professeure Karina Nielsen est présidente de Works Psychology et directrice de l'Institute of Works Psychology à l'Université de Sheffield au Royaume-Uni. Son domaine principal d'expertise se situe dans les interventions organisationnelles et se concentre sur la façon dont nous pouvons changer les pratiques et les procédures de travail afin de favoriser et d'améliorer la santé et le bien-être des employés. Elle s'intéresse également à la manière dont les responsables hiérarchiques encouragent le bien-être des employés et à la façon de développer des lieux de travail durables permettant aux travailleurs d'être performants et de s'épanouir dans leur travail. Karina, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce webinaire depuis le Royaume-Uni. Je vous laisse maintenant la parole. Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous virtuellement. Je vais donc parler aujourd'hui d'un projet que nous avons mené en 2018 et 2019 et de ce que nous sommes en train de faire. Nous cherchons à savoir comment soutenir les personnes qui retournent au travail après une période d'absence maladie de longue durée due à un trouble mental commun et nous définissons le trouble mental commun comme le stress, l'anxiété et la dépression. J'espère que tout le monde peut voir les diapositives, sinon faites-moi signe, un signe virtuel. Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est pourquoi retourner au travail après une maladie mentale. Pourquoi avons-nous besoin de nous pencher sur cette augmentation est important, un peu sur le message, ce que nous avons fait, beaucoup sur nos résultats et certaines des implications pour le bien-être et la productivité. Alors pourquoi avons-nous besoin de nous pencher sur ce sujet et je suis au Royaume-Uni? Je suis dans le contexte du Royaume-Uni, mais j'espère que beaucoup de ces résultats résonneront avec cet auditoire aussi. Le problème au Royaume-Uni est qu'un billet médical sur 3 est émis pour des troubles de santé mentale. Au Royaume-Uni, nous avons des billets de condition, nous n'avons pas de billets de maladie, dont l'accent est mis sur la façon dont nous pouvons aider les gens à travailler. Quand vous allez chercher votre médecin, vous obtenez un billet de condition, mais 1 sur 3 est délivré en raison de troubles mentaux, ce qui est assez important au Royaume-Uni. De plus, 57% des journées de travail perdues sont dues au stress, à l'anxiété et à la dépression, ce qui est très coûteux pour la société. Nous constatons notamment que plus longtemps les personnes sont en congé de maladie, moins elles ont de chances de revenir et certaines personnes disent que même si elles reviennent, beaucoup d'entre elles font des rechutes et jusqu'à 20% quittent le travail, donc c'est vraiment un problème important. C'est vraiment un énorme problème, à la fois pour la société parce que nous perdons une main-d'œuvre précieuse, mais aussi pour les familles et pour les individus eux-mêmes. Ils n'ont pas de revenus stables, ils n'ont pas d'identité professionnelle. Nous devons donc chercher à savoir comment aider les gens. J'ai été très intéressée par ce domaine, car j'ai déjà fait des recherches auparavant et on se concentre beaucoup sur l'aide au retour à l'emploi. Mais j'ai été très frustrée, car nous savons que les rechutes sont très nombreuses, dont nous devons chercher à savoir comment les empêcher de rechuter, mais aussi
comment pouvons-nous non seulement les empêcher de rechuter? Comment pouvons-nous les aider à retrouver leur emploi lorsqu'ils reviennent? Nous voulons qu'ils reviennent et qu'ils tiennent bon. Nous voulons qu'ils aient une vie professionnelle significative, espérons-le, jusqu'à la retraite. C'est pourquoi nous voulions voir comment nous pouvons aider à faire cela. Certains des défis que nous avons pu voir sont qu'il n'y a pas assez de soutien pour les travailleurs qui reviennent. Une partie du problème est que les gestionnaires ne savent pas nécessairement comment faire. Ils ne peuvent pas se permettre de faire des ajustements de travail alors qu'ils n'ont pas nécessairement les ressources et ils n'ont pas nécessairement les compétences et les connaissances nécessaires. D'autre part, nous avons également constaté que les employés eux-mêmes, les travailleurs qui sont revenus, ne savent pas trop quoi dire et quoi faire. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons interviewé 38 employés et 20 managers. Des managers responsables de personnes qui avaient repris le travail et nous voulions faire des entrevues pour avoir une meilleure perspective. Nous avons donc mené des entretiens à plusieurs moments, idéalement au cours du premier mois, suivant le retour au travail, puis au cours des 3 mois suivants, mais de nombreuses personnes sont venues nous dire qu'elles avaient repris le travail depuis 1 an, voire même 2 ans, et qu'elles avaient toujours du mal à s'en sortir. Alors nous avons décidé d'interroger tous ceux qui pensaient que cela valait la peine de partager leurs expériences avec nous. Le modèle théorique que nous avons utilisé est le modèle Igloo, que nous avons développé et publié. J'y reviendrai dans une seconde parce que la prochaine diapositive est une vue d'ensemble du modèle, mais essentiellement, ce que nous voulons savoir, c'est quelles sont les ressources qui peuvent aider les travailleurs qui reviennent à rester et à s'épanouir au travail, à la fois au niveau individuel, au niveau du responsable de groupe et au niveau de l'organisation. Et nous disons que leurs ressources à tous ces niveaux peuvent aider les travailleurs à retourner au travail. C'est donc une vue d'ensemble du modèle Igloo. Et ce que nous disons, c'est que leurs ressources à la fois dans le travail et en dehors du travail peuvent aider les gens à expérimenter ce que nous appelons un retour durable au travail. Donc, si nous regardons d'abord le milieu de travail, nous supposons qu'il y a des ressources dans l'organisation qui peuvent aider les gens à rester et à s'épanouir au travail une fois qu'ils sont de retour. Il y a donc à la fois des ressources au sein de l'individu, par exemple l'auto-efficacité ou leur capacité à créer un emploi qui les aide à répondre à leurs besoins. Une des choses que nous constatons quand les gens retournent au travail, même s'ils sont en rémission, ils ont toujours un fonctionnement réduit au travail. Nous devons nous assurer qu'ils peuvent rester épanouis au travail, même si les capacités sont réduites, car ces travailleurs ont encore de la valeur. Ainsi, les ressources de l'individu peuvent être un travail sur mesure, l'efficacité personnelle. Il peut s'agir d'autres ressources qui proviennent de l'individu lui-même. Il existe également des ressources au niveau du groupe, de l'équipe, c'est-à-dire comment vos collègues peuvent vous aider à rester et à vous épanouir au travail. Il y a aussi les choses que le responsable hiérarchique peut faire. Il y a aussi des facteurs organisationnels et cela peut être la santé au travail ou les ressources humaines. Il peut s'agir de politiques d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de politiques de retour au travail, etc. Si vous ne l'avez pas déjà deviné, je ne suis pas anglaise, je suis danoise. Et au Danemark, l'igloo n'a qu'un seul O. Mais bien sûr, pour l'anglais, il a 2 O. Donc, nous avions besoin de trouver une solution et ceci est également pertinent pour le retour au travail. Ce que nous cherchons, ce sont les influences extérieures. Donc, quel type de réglementation dans les différents pays peuvent aider les gens à rester, à s'épanouir et à travailler, mais il n'y a pas que les ressources sur le lieu de travail. Il y a aussi les ressources en dehors du travail, l'ensemble des ressources que nous devons considérer. Donc, quelles ressources individuelles avons-nous, en nous, qui ne sont pas liées au travail et qui peuvent aider? Par exemple, un mode de vie sain. Quel genre de groupe et de réseaux sociaux avons-nous en dehors du travail? Des amis, de la famille, des liens avec d'autres services, bien sûr, en dehors du travail. Vous n'avez pas de hiérarchie, mais quel genre de lien avez-vous? Par exemple, la relation avec votre généraliste, votre médecin de famille. Quels sont les facteurs organisationnels en dehors du lieu de travail? Par exemple, les services communautaires de bienfaisance qui peuvent vous aider à rester et à vous épanouir au travail, puis, du côté des influences extérieures, nous avons l'aide sociale et les soins de santé qui peuvent vous aider à rester et à vous épanouir au travail. C'est un cadre que nous avons développé et que nous avons étudié. Nous avons fait une revue de la littérature et nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de littérature sur le retour au travail, mais il y en a beaucoup moins sur la durabilité et l'épanouissement au travail. Nous avons donc formulé toutes sortes d'hypothèses sur ce que nous identifions comme des ressources à ces 5 niveaux, tant au travail qu'en dehors du travail. Nous avons eu la chance d'obtenir des fonds pour étudier les ressources auxquelles les gens ont accès.
et c'est là que nous avons interviewé 38 employés et 20 directeurs. Maintenant, je vais passer en revue chacun des 5 niveaux, enfin les 4 niveaux, et ensuite parler de ce que nous avons analysé et ce que nous avons constaté. Certains éléments ont été obtenus lors de nos entretiens, mais nous avons également trouvé des choses dans la littérature. Donc, lorsque c'est écrit en vert, c'est qu'elles proviennent de nos entretiens. Quand c'est en noir, c'est qu'elles proviennent de la revue de la littérature. Si nous commençons par le niveau individuel, les ressources au niveau personnel, nous avons constaté que le job crafting, c'est-à-dire la mesure dans laquelle les gens créent un emploi qui correspond à leurs besoins ou qui répond à leurs besoins, a un impact énorme au niveau individuel. Et certaines des choses que nous avons trouvées qu'ils faisaient au travail étaient des tâches de job crafting. Je n'avais pas de structure et ils se perdaient et devenaient anxieux. Donc, ce qu'ils feraient pour remédier à cette anxiété serait d'essayer de créer leur propre structure dans la journée. Ils identifieraient des sous-tâches spécifiques. Ils identifieraient et hiérarchiseraient les tâches. Donc, ce sont les tâches que je dois faire, ce sont les tâches que je dois faire maintenant, ce sont les plus importantes pour moi. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont commencé à introduire plus de pauses entre les tâches pour leur donner l'opportunité de se recentrer et de mieux se concentrer sur la tâche à accomplir. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils se sont engagés dans ce que nous appelons un job crafting relationnel, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de mieux gérer leurs relations sociales avec les collègues et leurs managers. Par exemple, certains d'entre eux se sont sentis dépassés par des réunions trop longues, trop de réunions, trop d'interactions, et n'allaient pas nécessairement à toutes les réunions auxquelles ils auraient assisté avant d'être en congé maladie. Ou, par exemple, ce qu'ils faisaient, c'était que nous avions des gens qui travaillaient dans des universités dans un bureau partagé. Donc, par exemple, ils n'allaient pas travailler à la bibliothèque, ou ils travaillaient à la maison, ou ils devaient être dans un certain endroit. Ils portaient des écouteurs pour créer un peu de paix et de calme, afin de pouvoir se concentrer sur leur travail sans être dérangés par les conversations de leurs collègues. Une autre chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont établi des attentes pour leurs collègues. Ils communiquent à leurs collègues que « Parfois, je passe une mauvaise journée. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Laissez-moi peut-être un peu de temps. » C'est le type de travail que je peux faire et quand je peux le faire. Ils essaient donc de fixer des limites par rapport aux collègues en ce qui concerne ce qu'ils font en dehors du travail ou à la maison. Ils s'engagent dans des tâches sur mesure et fixent des limites claires entre le travail et les loisirs. Par exemple, ils n'emportaient pas leur ordinateur portable avec eux. Ils n'avaient pas de courriel sur leur téléphone portable. Donc, lorsqu'ils travaillaient, mais lorsqu'ils étaient en congé, ils ne travaillaient pas. Beaucoup d'entre eux ont également adopté la promenade après le travail, afin d'établir une démarcation claire entre le travail et les loisirs. Ils ont trouvé que c'était vraiment utile pour trouver de l'espace et beaucoup d'entre eux ont dit qu'ils étaient bien meilleurs pour travailler quand ils travaillaient et se concentrer quand ils travaillaient plutôt que de travailler tout le temps. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils se sont engagés dans ce qu'on appelle le cognitive job crafting, c'est-à-dire qu'ils ont pensé différemment à leur travail. Ils se sont concentrés sur leur vie en dehors du travail. Ils ont commencé à avoir des passe-temps. Ils se sont concentrés à faire de l'exercice et à cuisiner. Ils ont pris des cours de cuisine, ils ont pratiqué des passe-temps, ils se sont fixés des attentes réalistes par rapport à leur travail. Peut-être que je n'ai pas l'intention en ce moment de faire une grande carrière et d'atteindre le poste de cadre supérieur dans les 5 prochaines années. Peut-être que ce sur quoi je veux me concentrer maintenant est d'être un bon employé et de tirer quelque chose de ma vie professionnelle en même temps que de gérer mes problèmes de santé mentale. Nous avons également constaté que certains d'entre eux voulaient donner en retour. Donc, après leur retour et après avoir acquis une certaine expérience sur la façon de gérer le retour au travail et de s'épanouir au travail, ils se sont portés volontaires pour soutenir d'autres personnes atteintes de DMC qui reviennent afin qu'ils puissent utiliser leur expérience et en faire profiter d'autres personnes qui étaient dans la même situation. Et comme je l'ai dit auparavant, il est recommandé, lorsque vous souffrez de dépression, par exemple, de vous concentrer sur l'exercice et la nutrition, et ils ont dit qu'il était vraiment important qu'ils continuent à le faire après leur retour au travail. En termes de ressources, au niveau du groupe, ce que nous apprenons de la littérature, c'est que le soutien au retour du travail est plus élevé lorsque les relations étaient bonnes avant l'absence et qu'il y a une identité collective de l'équipe. Ce que nous voulons dire par là, c'est qu'il peut être assez difficile de retourner au travail si vous êtes dans une équipe compétitive. Nous savons que les gens ont un rendement réduit au travail. Donc, si les gens ne sont pas indulgents ou n'acceptent pas le retour partiel ou le rendement réduit au travail, cela peut être un problème. C'est aussi important que vous vous sentiez membre de l'équipe,
que vous vous sentiez membre d'un groupe rend plus facile votre retour et votre travail avec ces personnes. Encore une fois, ce que nous avons trouvé, surtout dans nos entretiens, c'est que beaucoup de nos participants ont dit qu'il n'est pas nécessaire que les collègues soient constamment devant vous pour vous demander comment vous allez, comment vous faites, est-ce que je peux vous aider. Il s'agit plutôt de savoir que les collègues sont là, si vous avez besoin d'eux, et qu'ils vous soutiennent indirectement. En ce qui concerne l'extérieur du travail, la littérature montre, et c'est ce qui ressort de nos entretiens, qu'il est important de comprendre que les gens ont un problème de santé mentale, qu'ils luttent et qu'ils bénéficient du soutien émotionnel et pratique de leurs amis et de leur famille. En ce qui concerne les managers et les liens avec les services, nous avons constaté qu'une bonne relation entre le manager et l'employé est importante, ce qui n'est probablement pas une surprise pour personne. Mais il est important que le manager soit disponible et à l'écoute de l'employé quand il en a besoin. Ce n'est pas une question de demander tout le temps si ça va. C'est plutôt que l'employé sache que si j'ai un problème, je peux m'adresser à mon supérieur et il m'écoutera. Une des choses qui est ressortie des entretiens, et je serais intéressée d'entendre votre point de vue là-dessus, c'est que certains de nos participants ont dit que ça m'aide vraiment que mon supérieur ait lui-même une expérience de problème de santé mentale, parce que j'ai l'impression qu'il peut mieux me comprendre et voir d'où je viens. Mais d'un autre côté, nous ne pouvons pas vraiment nommer des responsables sur la base de leurs problèmes de santé mentale. Donc, je pense qu'il y a une valeur à trouver et des connaissances à acquérir pour savoir comment nous pouvons, quel genre de compétences et de ressources nous pouvons donner aux responsables pour qu'ils puissent fournir le soutien nécessaire à leurs employés lorsqu'ils reviennent. Il est également important que les responsables, qui sont le premier point de contact, puissent vous donner accès à d'autres formes de soutien, soit à l'intérieur de l'organisation, soit à l'extérieur de l'organisation. Par exemple, des services de consultation en matière de bien-être, ce genre de choses. Encore une fois, il est important de savoir que le soutien est disponible et que vous pouvez vous adresser à votre supérieur. La chose que nous avons trouvée dans nos entretiens est que souvent, surtout au Royaume-Uni, la façon de faire est que vous êtes à temps partiel le premier mois, après votre retour, et votre supérieur établit un plan avec vous pour le premier mois. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'il est très important de faire ce plan, mais aussi de le réviser quand c'est nécessaire. Vous pouvez donc continuer à réviser le plan pendant 6 ou 7 mois, voire plus longtemps encore. Vous établissez donc un plan indiquant le type de tâches que le travailleur réintégré peut assumer maintenant. Puis, vous le révisez. Êtes-vous prêt à assumer ces tâches, une nouvelle tâche ou les tâches existantes que vous aviez auparavant? Ou devrions-nous attendre et faire des ajustements continus au fur et à mesure que l'employé en a besoin? En termes de contexte professionnel ou non professionnel, nous avons constaté qu'une bonne relation avec le médecin généraliste ou le prestataire de soins de santé est important. Avoir une relation de confiance. Pour ce qui se fait à l'extérieur du travail, une chose que nous avons trouvée au Royaume-Uni, c'est qu'il est important d'avoir une relation stable. Donc, la façon dont les choses fonctionnent ici, c'est que vous avez un cabinet de médecine générale et quand vous allez voir un médecin, vous ne voyez pas nécessairement le même médecin, ce qui est un problème. Nous avons eu un très bon exemple d'un travailleur qui avait consulté son médecin généraliste 3 fois et à chaque fois, il avait vu un médecin différent et ces 3 médecins lui avaient donné un diagnostic de santé mentale différent. Il est vraiment important que vous ayez une relation stable avec votre médecin, qu'il vous comprenne, qu'il comprenne vos problèmes et qu'il connaisse votre histoire. En termes de ressources au niveau de l'organisation, il est important que l'organisation puisse vous donner accès, en tant que travailleur de retour, à des services de bien-être, à une thérapie cognitivo-comportementale. Nous avons constaté que nos participants ont dit que la TCC avec un élément axé sur le travail était particulièrement importante. Et ce qu'ils ont trouvé vraiment utile, c'est de pouvoir, si vous avez quelque chose qui se prépare au travail et qui vous rend anxieux, vous pouvez en parler avec votre thérapeute et vous pouvez dire « OK, voici le genre de scénario que je peux imaginer qu'il va se produire et voici comment je peux y faire face de manière la plus appropriée. » Ils ont dit que c'était vraiment utile. Un certain nombre de pratiques de gestion des ressources humaines ont également été jugées efficaces par nos participants, comme les plans de retour au travail individualisés, le travail flexible, la possibilité de revenir à temps partiel, mais aussi de continuer à travailler à temps partiel. Une de nos travailleuses de retour était revenue depuis 2 ans, mais elle ne travaillait que 4 jours par semaine parce que ça lui convenait mieux. Certains prenaient des week-ends plus longs, certains avaient le mercredi de congé.
Mais ce qui était vraiment important, c'est que c'était un retour en bonne et due forme, c'est-à-dire que l'on discutait à la fois du moment où l'on pouvait revenir et du type de tâches que l'on pouvait assumer. Et nous avons eu une autre participante qui, avant d'être en congé de maladie, conduisait beaucoup et elle souffrait de dépression. Elle avait ces pensées suicidaires qu'elle pouvait avoir un accident de voiture quand elle conduisait et bien sûr, quand elle est revenue, c'était l'une de ses préoccupations. Elle avait peur d'avoir à nouveau ces pensées si elle montait dans une voiture. Donc, elle est revenue pendant 2 ou 3 mois avant de monter dans la voiture et de faire un de ses trajets. Et à la première fois qu'elle a fait un de ses trajets, une de ses collègues l'a suivie dans une autre voiture. Donc, elle n'était pas seule. Il y avait un soutien disponible pour elle. C'était comme un ajustement des tâches de travail et elle prenait des tâches supplémentaires quand elle était prête à le faire. D'après la littérature, nous savons que les pratiques d'amélioration des capacités, par exemple l'affirmation de soi et la formation à la gestion du temps, peuvent être efficaces. En termes de ressources à domicile et hors travail, les organisations et services communautaires et bénévoles apportent un soutien précieux aux travailleurs atteints de DMC. Ainsi, au Royaume-Uni, nous avons une organisation caritative appelée Mind, qui offre de très bons services en interne et en externe, mais ce n'est pas toujours le cas dans les petites organisations, et il est donc très important que l'employé qui revient ait accès à ce type de service et de réseau de soutien en dehors du lieu de travail. En termes de contexte national ou d'influence externe, nous n'en avons pas tellement parce que nos participants étaient au Royaume-Uni seulement. Mais nous savons que les politiques et les pratiques fonctionnent dans un contexte national et que ce contexte national est vraiment important. Par exemple, au Royaume-Uni, il est relativement facile de se débarrasser des gens, de les licencier, alors qu'aux Pays-Bas, par exemple, si vous avez un travailleur qui part en congé de maladie pour des raisons de santé, l'organisation doit payer le congé de maladie pendant 2 ans, les 2 premières années suivant le départ en congé de maladie. Ce qui signifie, bien sûr, que les organisations sont très motivées pour aider les gens à retourner au travail, car ça leur coûte cher. Ces politiques et pratiques nationales ont donc un impact. Il s'agit également de normes sociétales. Est-il normal ou habituel de parler de santé mentale sur le lieu de travail, ou est-ce stigmatisant? Dans le contexte non professionnel, nous avons constaté qu'au Royaume-Uni, la stigmatisation est vraiment importante. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une initiative appelée Temps pour le changement au Royaume-Uni. Et la famille royale a été vraiment proactive et ouverte et a parlé de la santé mentale. Et ce que nous avons trouvé chez nos participants, c'est que beaucoup d'entre eux disaient « En fait, ce conseil signifie quelque chose pour moi parce qu'ils peuvent le gérer. S'ils peuvent y faire face, alors moi aussi. » Donc, à cet égard, la famille royale est devenue à bien des égards un modèle pour la façon de traiter les problèmes de santé mentale au Royaume-Uni. Donc, juste pour revenir au modèle, nous avons trouvé qu'il y avait des ressources, des influences individuelles, collectives, hiérarchiques, organisationnelles et extérieures, des ressources et tous ces 5 niveaux à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du travail qui avaient un impact sur la capacité des gens à retourner au travail et à s'épanouir au travail. Ce que je veux faire ici, à la fin, c'est vous donner un exemple de ce que l'un de nos employés a dit. Quelles sont les implications pour le bien-être et la productivité? Qu'est-ce que le retour durable au travail? Si vous avez remarqué que je ne l'ai pas défini, c'est l'une des choses que j'aimerais entendre de votre part. Dans la littérature, il y a beaucoup de définitions. Si vous pouvez rester au travail 3 mois après votre retour, alors c'est durable. Mais s'il me reste 20 ans sur le marché de travail, alors 3 mois, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Alors nous avons besoin de revoir ce qu'est un retour au travail durable. Nous avons une employée qui a dit au 4e mois, donc à la 4e fois que nous l'avons interrogée, « Pour moi, il s'agit de créer un environnement où je peux travailler et fonctionner à un certain niveau, même si ce n'est pas au maximum de ma capacité. C'est délicat, car chaque organisation, chaque personne est différente. Ce que l'on considère la durabilité d'un point de vue légal ou moral, je ne sais pas, mais je sais ce dont j'ai besoin pour me maintenir. Je sais ce qui est important pour moi et qui peut ne pas convenir à tout le monde. Les gens sont différents, les valeurs sont différentes, donc c'est vraiment difficile. Je pense qu'il n'y a pas de réponse unique. C'est un besoin tellement individualisé que les gens ont et je pense qu'elle dit que c'est vraiment important. Ce n'est pas nécessairement que je puisse travailler à plein rendement, mais c'est que je sois capable de travailler, que je sois capable d'apporter ma contribution et ce qui est bon pour moi n'est pas nécessairement bon pour tout le monde. Donc, c'est une conversation que vous devez avoir avec un travailleur qui retourne au travail parce qu'il est le seul à savoir ce qui est bon pour lui. Donc, en résumé, le message que j'ai essayé de faire passer ici, c'est que ce que nous devons faire quand nous voulons un retour durable au travail, c'est que nous devons considérer les ressources à chaque niveau de l'igloo
à la fois à la maison et au travail. Cela signifie aussi que nous devons mettre en œuvre des interventions à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que nous devons développer des interventions à la fois pour les individus, pour le groupe et les collègues, pour la famille, pour le travail extérieur, pour les responsables. Nous devons les outiller correctement pour qu'ils puissent aider les gens à retourner et à s'épanouir au travail. Nous devons également mettre en place des politiques de ressources humaines. Nous devons mettre en place des services de santé au travail qui peuvent aider les travailleurs à maintenir une bonne vie professionnelle à long terme. Nous devons outiller les managers de connaissances, de compétences et de la confiance nécessaires pour soutenir l'employé de retour au travail. Parfois, nous avons constaté que les responsables avaient beaucoup de bonnes intentions, mais qu'ils ne se sentaient pas à l'aise de parler de ces choses parce qu'ils ne pensaient pas avoir les compétences et les connaissances nécessaires. Donc, ils n'étaient pas confiants. Nous devons donc faire en sorte que les responsables hiérarchiques et les managers aient confiance en eux pour avoir ces conversations difficiles. Nous devons aussi encourager les travailleurs qui reviennent à faire appel à toute une série de ressources. Ils ne doivent pas avoir l'impression de devoir se débrouiller seuls. Il y a beaucoup de ressources à leur disposition qui peuvent les aider à rester et à s'épanouir au travail. Je pense que c'est vraiment important qu'ils ne soient pas seuls. Ce n'est pas quelque chose qui doit être abordé dans la solitude. C'est quelque chose que vous devez résoudre et sur lequel vous devez travailler avec les autres. Je pense souvent que ce que nous devons faire, c'est réorienter nos systèmes afin de pouvoir faire face à ces conditions fluctuantes. Nous avons constaté que beaucoup d'employés qui revenaient au travail travaillaient bien pendant 6 mois, puis ils avaient un autre problème de santé mentale ou une récurrence et ils avaient besoin de soutien. Nous avons constaté que les employés disaient « Ce qui me conviendrait vraiment, c'est un travail flexible. Je peux prendre des congés au besoin si je ne me sens pas bien plutôt que d'être en arrêt de maladie. » Il faut régler le problème à la base. Une des choses qu'on a vues dans certaines organisations au Royaume-Uni, c'est qu'elles ont des politiques d'absence maladie vraiment très strictes. Donc, si vous retombez en congé maladie dans les 6 mois, vous êtes automatiquement soumis à des évaluations de rendement ou de capacité. Et bien sûr, si vous souffrez d'anxiété, ça n'aide pas que vous ayez peur de subir une mesure disciplinaire si vous retombez en congé maladie. Il s'agit donc de comprendre le type de problème auquel les personnes ayant des problèmes de santé mentale sont confrontées et d'ajuster nos politiques afin de soutenir ces personnes plutôt que d'aggraver leurs symptômes et leurs préoccupations. Et encore une fois, nous devons travailler d'une manière flexible et individualisée si nous voulons garder les gens au travail à long terme, car il n'y a pas de mesure unique pour un retour durable au travail. Il s'agit d'un projet qui a été financé par l'ESRC pour la Productivity Insights Network et vous pouvez voir le lien vers le rapport ici. Vous pouvez également voir la référence au document de présentation. Nous avons également publié un document sur le job crafting, des ressources individuelles. Si cela vous intéresse, envoyez-moi un courriel. Enfin, ce que nous avons fait, c'est que nous avons développé une boîte à outils pour les individus, des boîtes à outils pour ceux qui font un retour au travail, pour les groupes, pour les responsables et pour les professionnels des ressources humaines. Si vous allez sur ce lien que vous voyez ici, vous trouverez 4 ensembles différents de boîtes à outils pour ces 4 groupes. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer brièvement celle pour les collègues et c'est la page d'accueil. Que pouvez-vous faire pour aider un membre de l'équipe qui revient au travail? Mais d'abord, nous avons une explication sur ce qu'est l'Igloo, pourquoi c'est important de le considérer. Ensuite, on a l'introduction de ce qu'est le stress, l'anxiété et la dépression et qu'est-ce que vous pouvez faire aux différents niveaux pour soutenir vos collègues. Quelles sont les ressources qui sont importantes pour les gens qui retournent au travail mais aussi à la maison. Ensuite, on fournit un modèle de plan d'action pour que les travailleurs ou les collègues puissent faire leur propre plan d'action. Pour savoir comment je peux soutenir mon collègue qui revient au travail. Donc, c'est essentiellement à 4 niveaux. On a le niveau individuel en termes de travail. Vous pouvez vous demander si j'aide mon collègue qui est retourné au travail, créer une structure pendant la journée de travail. Est-ce que je fais ça? Oui? Non? Parfois? Est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose de différent? Donc, si je ne le fais pas très souvent, je ne le fais pas du tout, comment puis-je faire ça? Et la dernière question est, même si je ne peux pas le voir, au moins, c'est d'être conscient de ce qui fait en sorte que ça arrive en faisant ceci ou cela. Donc, c'est permettre aux collègues d'établir un plan d'action pour eux-mêmes en disant « Je veux vraiment aider ce travailleur qui est revenu. Voici comment je peux le faire. » Et ils peuvent passer par l'étape individuelle au travail, individuelle à la maison. Comment puis-je m'assurer que cet employé a des limites claires entre le travail et la maison? Est-ce que cela implique que je n'envoie pas de courriel à ce collègue après 17 heures si nous avons des horaires de travail normaux ou cela implique que je n'envoie pas de courriel, que je ne l'appelle pas?
Comment puis-je aider ce collègue à établir des limites claires? Au niveau du groupe, en tant que collègue, est-ce que je donne de la rétroaction sur les tâches? Est-ce que j'essaie de renforcer la confiance de celui qui revient d'un congé dans l'accomplissement de ses tâches? Est-ce que j'aide mon collègue quand je sais qu'il y a une tâche difficile? Est-ce que je peux l'aider dans ces tâches difficiles? Comment je le fais? Ce que nous avons également trouvé, c'est que beaucoup de nos participants ont dit qu'il est important que je sois traité comme un travailleur, comme moi-même, comme qui je suis, pas comme une personne qui a un problème de santé mentale. Alors, est-ce que je me comporte de cette manière avec mon collègue? Est-ce que j'en suis sûre et comment puis-je m'assurer que je le fais? Bien sûr, en tant que collègue, vous n'aurez peut-être pas d'influence sur les amis et la famille, sur leur comportement en dehors du travail, mais pouvez-vous, s'ils vous le signalent ou vous disent qu'ils ont des problèmes en dehors du travail, faire quelque chose sur leur lieu de travail pour les soutenir? Et encore une fois, en tant que collègue, pouvez-vous vérifier avec le supérieur ce que l'employé veut que nous sachions? Et il se peut qu'il ne veuille pas que vous sachiez quel est le problème. Nous avons eu des employés qui ont été en congé maladie et qui n'ont pas du tout dit pourquoi ils étaient revenus. Ils ont été absents pendant 6 mois, puis ils sont revenus et les collègues ont juste dit bonjour sans poser de questions embarrassantes et certains n'ont jamais su pourquoi ils étaient absents. Nous avons également eu des expériences plus négatives en ce qui concerne certains supérieurs hiérarchiques qui en disaient trop tôt et trop souvent. Il est donc important que les responsables, et dans ce cas les collègues, n'exercent pas une pression trop forte sur les responsables pour qu'ils révèlent des informations que l'employé ne veut pas. Il est également important qu'en tant que collègue, le supérieur puisse mettre en place un soutien et faire des ajustements de travail qui vous touchent également. Vous pouvez donc être amené à effectuer certaines tâches que le collègue de retour ne se sente pas encore à l'aise ou capable d'accomplir. Et aussi, pouvez-vous supporter de quelque manière que ce soit que le responsable hiérarchique soit réellement disponible pour ce collègue qui revient? Au niveau organisationnel, comme collègue, vous pouvez également soutenir l'employé dans l'accès au travail flexible et aux ajustements de travail en faisant des suggestions du type « Avez-vous pensé à faire ceci ou cela pour vous? » Il y a des ressources disponibles au sein de l'organisation. Vous pouvez également savoir s'il y a des thérapeutes disponibles et encourager ou soutenir cet employé à comment accéder à ces thérapeutes. Au dos de la brochure, vous avez une photo de moi et de ma collègue Johanna Yaka de Affinity Health at Work qui a développé cette boîte à outils. J'ai travaillé avec elle sur le projet et nous avons également d'autres organismes professionnels et des ressources de soutien en matière de santé mentale. J'ai mis à disposition les liens vers ces ressources pour ceux qui ont besoin d'un soutien supplémentaire et d'un accès au soutien. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'ai quelques questions à vous poser. Qu'est-ce qu'un retour durable au travail pour vous? Est-ce que c'est retourner au même travail avec les mêmes tâches? Est-ce que c'est retourner au même poste si vous avez occupé un poste de direction et que c'était vraiment très stressant? N'est-il pas préférable de reprendre un autre poste moins stressant? Pour un retour durable au travail, sans rechute, sans période d'absence récurrente pour cause de maladie. Est-ce réaliste? Beaucoup des personnes interrogées ont eu 2 ou 3 rechutes au cours de leur vie sur le marché du travail. J'aimerais également connaître vos expériences en matière de soutien au retour durable au travail et les outils que vous utilisez. Donc, pour notre audience, si vous avez des commentaires sur les questions que Karina vient de poser, veuillez les écrire dans la boîte à questions. En attendant, je voudrais juste dire que de nombreux membres ont trouvé cette recherche extrêmement intéressante et aimeraient lire le rapport complet et les ressources associées. Pourriez-vous nous fournir quelques liens après le webinaire afin que nous puissions les publier sur notre site web et les partager avec tout le monde? Oui, absolument, oui. Un de nos membres dit qu'il utilise le coaching. Oui, j'en prends note. Bien sûr. Et puis un autre dit que, d'après mon expérience, les employeurs ne sont généralement pas compréhensifs à l'égard des absences pour cause de maladies mentales et les aides sont limitées. Je pense que nous avons tout vu dans notre enquête. Nous avons interviewé des personnes qui avaient bénéficié d'un soutien incroyable à tous les niveaux, leurs supérieurs, leurs collègues, le niveau organisationnel des services de soutien fantastiques, et certains d'entre eux ont dit qu'ils étaient de meilleurs employés maintenant. Parce qu'en passant par ce processus, ils étaient devenus plus conscients de... Je ne sais pas si vous pouvez appeler ça leurs limites, si c'est correct de l'appeler comme ça, mais quelles sont leurs forces et leurs faiblesses? Et ils ont reçu de l'aide pour travailler sur leurs faiblesses et ils en sont sortis plus forts. Donc, je pense que c'est vraiment positif que nous ayons ces histoires parce que je suis complètement d'accord et nous avons aussi vu des histoires horribles. Nous avons interviewé une employée qui m'a dit que son supérieur lui avait parlé 2 fois pendant son congé de maladie et que la 2e fois,
Il lui avait dit que si elle n'était pas de retour dans 3 semaines, elle n'était plus employée. Et lorsqu'elle est retournée au travail, tout ce que le patron disait, c'était « alors ». Et alors, est-ce que tu travailles vraiment? Elle n'avait pas d'entretien de retour au travail. Elle n'avait pas de plan de travail. Elle travaillait à la maison. Il n'y avait absolument aucune communication et vous pouvez imaginer souffrir de problèmes de santé mentale, d'anxiété, de dépression, assise à la maison, sans contact avec ses collègues, sans contact avec son supérieur, sans aucun soutien. Elle était juste coincée dans ce vide. Elle galérait vraiment et je pense que c'est dévastateur de traiter les employés de cette façon. Je pense que nous avons toutes sortes d'histoires et je pense que c'est sur quoi nous devons travailler très fort. C'est pourquoi nous sommes si passionnés par ce sujet. C'est que parfois, je ne sais pas si on peut appeler ça de la mauvaise volonté, mais j'espère que c'est en grande partie parce que les organisations ne savent pas comment faire. Alors si nous pouvons les éduquer et faire passer le message sur comment faire, alors j'espère que nous pourrons aider beaucoup de gens qui retournent au travail et qui ont des difficultés. Absolument. Les membres de l'audience commentent. C'est très efficace d'aborder leurs défis spécifiques, leurs perspectives, leurs défis, y compris le soutien de l'organisme employeur du client. En tant que clinicien, prendre le temps d'avoir tout le monde sur la même page et de répondre aux préoccupations avant de commencer un retour progressif au travail. Un autre commentaire. Je suis ergothérapeute et coach et une partie du processus consiste à utiliser 2 questionnaires d'ergothérapie pour préparer le retour au travail, l'échelle d'impact de l'environnement du travailleur et l'entretien sur le rôle du travailleur. Je suis tout à fait d'accord, c'est ce genre d'outils qui peuvent nous aider à développer un bon plan. Mais comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il est aussi très important de continuer à avoir cette conversation et de donner ce soutien pour que vous puissiez faire un plan avant votre retour. Ce plan peut devoir être ajusté parce que vous ne savez pas quelle est la situation et comment vous vous sentez une fois de retour. Et ce que nous avons trouvé, c'est que 1 mois, vous pouvez aller extrêmement bien. Vous pouvez conquérir le monde si vous pouvez assumer toutes vos tâches précédentes et puis 2 jours plus tard, quelque chose se passe et vous vous écrasez et cassez. Et c'est malheureusement, je pense, la réalité de beaucoup de personnes atteintes de troubles mentaux communs. Donc, il faut avoir cette discussion continue de comment allez-vous, comment pouvons-nous vous soutenir, comment pouvons-nous ajuster le travail et continuer à l'ajuster. Avoir une perspective à long terme qui doit être présente dès le début. Nos participants partagent encore certaines de leurs expériences et disent « Je suis d'accord pour dire que c'est nécessaire et que c'est la référence, mais en tant qu'ergothérapeute et arbitre des demandes d'invalidité de courte durée, c'est l'exception et non la règle. La pression vient de tous les secteurs, des RH financières, des employés, et la récurrence est souvent considérée comme des vacances. » Un autre dit « J'ai également constaté que de nombreux managers sont tout simplement nerveux à l'idée de faire et de dire les mauvaises choses. » Un de nos membres qui est ergothérapeute a dit « Mon rôle est d'aider d'éduquer et de sensibiliser et ce webinaire a été très utile comme guide. » Bien, merci. Je suis vraiment heureuse d'entendre cela, car c'est évidemment la raison pour laquelle nous faisons des recherches. Mais je pense qu'il est très important de provoquer une prise de conscience. Et étant danoise au Royaume-Uni, je peux vraiment voir les différences, car au Danemark, il est beaucoup plus normal et habituel de parler des problèmes de santé mentale. Il n'y a pas autant de stigmatisation, alors qu'ici, des gens peuvent dire qu'ils n'en parleraient jamais. J'ai eu une infirmière de santé mentale qui m'a dit que je ne dirais jamais que mes collègues ne savent pas que j'ai été en congé de maladie à cause d'une dépression, parce que je serais jugée. Et c'est une infirmière de santé mentale qui travaille tous les jours avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et je pense que cela en dit long sur l'ampleur du problème de la stigmatisation dont vous faites l'expérience, même au sein des soins de santé mentale eux-mêmes. Et je pense que c'est vraiment effrayant, mais je pense que la première étape est de commencer à en parler. Mais il ne s'agit pas seulement d'en parler. Il faut aussi outiller les gens à différents niveaux pour qu'ils puissent y faire face, afin qu'ils aient confiance. Je sais comment faire et une chose que je peux recommander, c'est qu'à l'Université St. Mary's au Canada, il y a un professeur qui s'appelle Kevin Calloway. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il a développé cette formation de sensibilisation à la santé mentale pour les supérieurs hiérarchiques. Il a aussi développé une formation de sensibilisation à la santé mentale pour les collègues et il a été prouvé scientifiquement que ça marche. Nous devons éduquer les gens sur la façon de traiter ces questions et je pense que c'est une très bonne étape. D'abord la sensibilisation, mais aussi préparer les gens sur la façon de traiter ces questions. Et ce que j'aime de la formation de sensibilisation à la santé mentale du professeur Kevin Calloway, c'est qu'elle est courte, mais aussi qu'il ne s'agit pas de traiter. Il ne s'agit pas de diagnostiquer, il s'agit de comprendre. Quels sont les symptômes? Quelles sont les choses qui peuvent m'alerter chez un collègue qui ne va pas bien?
Et ensuite, il y a une approche personnalisée au sein de cette organisation. Où puis-je envoyer les gens pour qu'ils reçoivent du soutien? Ou quel genre de ressources sont disponibles au sein de l'organisation qui pourraient m'aider à fournir le soutien nécessaire à ces travailleurs? Donc, ça enlève un peu de la pression aux responsables. Je suis tout à fait d'accord, ce n'est pas nécessaire. Parfois, ils ont des demandes contradictoires, alors il est difficile pour eux de fournir un soutien. Mais souvent, c'est qu'ils ne se sentent pas à l'aise d'avoir cette conversation et qu'il est plus facile d'ignorer les problèmes que d'y faire face. Parce qu'ils ne se sentent pas outillés pour le faire. Je pense donc que le plus important est la sensibilisation, mais aussi former les gens aux différents niveaux de l'organisation pour gérer les problèmes. Merci, Karina. C'est ce qui ressort des commentaires, le manque de formation et le fait que les managers et les employeurs doivent être préparés à de telles situations. Si vous le voulez bien, nous allons passer directement à la session de questions-réponses. Si vous avez des questions, merci de les écrire dans la boîte à questions. Commençons par notre première question. De quel type d'industrie provenaient les 38 personnes et avez-vous remarqué des tendances par industrie? Nous avons de tout. Nous avons le secteur privé et le secteur public. Nous avons des petites organisations et de grandes organisations. Nous avons eu la chance d'avoir un échantillon assez représentatif. Enfin, pas représentatif, mais nous avons eu des représentants de plusieurs organisations différentes. Nous avons un échantillon raisonnable. Nous avons un peu plus de femmes que d'hommes, mais pas énormément. Nous n'avons pas nécessairement eu beaucoup d'ouvriers. Nous en avons eu 2 ou 3, mais je ne peux pas y voir de tendance. Pour être honnête, en termes de politique, les organisations publiques au Royaume-Uni étaient celles qui avaient des politiques les plus strictes en matière d'absence pour cause de maladie, et vous étiez soumis à un processus disciplinaire si vous étiez en arrêt maladie 2 fois en 6 mois ou quelque chose comme ça. Donc c'est probablement la seule chose, mais en termes de tendance de ce dont les gens ont besoin, nous n'avons pas rencontré les mêmes besoins dans les différentes organisations et dans les différents secteurs que nous avions interviewés. Merci. Parfait, Karina. La question suivante est de savoir si, de manière réaliste, ces soutiens sont disponibles pour les travailleurs sur le lieu de travail. Par exemple, la thérapie cognitivo-comportementale. Comment sont-elles? Comment peuvent-elles aider à gérer ça au travail? C'est une très bonne question encore une fois. Nous avons vu certaines organisations, bien sûr, surtout les plus grandes, qui avaient des services de counseling fantastiques, des services de bien-être en place et les gens les trouvaient vraiment utiles. Ce que j'ai trouvé très encourageant, c'est que nous avons parlé à plusieurs participants pour lesquels il y avait un bon soutien disponible, par le biais de leur médecin généraliste, donc il y avait aussi de bons services de santé et des services de soutien psychologique au sein de la communauté locale. Donc je pense que c'était vraiment encourageant, mais encore une fois, il y avait des gens qui n'avaient aucun soutien. Donc d'après mon expérience, ça varie beaucoup. Encore une fois, plus nous en parlons, plus nous pouvons espérer que ceux qui sont à la traîne ouvrent les yeux sur la façon dont nous pouvons soutenir les travailleurs, car je pense que c'est un enjeu tant au niveau de la société qu'au niveau de l'organisation. On investit beaucoup d'argent dans la formation des gens. Ce n'est pas une bonne idée de s'en débarrasser parce qu'ils souffrent de problèmes de santé mentale. Ils peuvent encore faire un très bon travail et apporter une contribution significative, donc nous ne devrions pas les abandonner, ni en tant que société, ni en tant qu'organisation. Mais je dois admettre que certaines des personnes à qui nous avons parlé, c'était vraiment déprimant d'entendre leurs histoires, parce que certaines d'entre elles ont vécu des moments très difficiles. Merci, Karina. Notre prochaine question est la suivante. Notre public est très impressionné par les pratiques que vous avez mentionnées dans votre présentation, et l'un des membres de notre auditoire demande « Avez-vous des conseils pour que les employeurs adoptent ces meilleures pratiques? Ce webinaire me donne envie de déménager en Europe. Je crains que de nombreux employeurs dans mon pays soient sceptiques et peu enclins à coopérer et je vous remercie. » Je ne déménage pas au Royaume-Uni maintenant. Encore une fois, j'ai fait ce type de recherche aux Pays-Bas, au Danemark et au Royaume-Uni. Et soyons honnêtes, aux Pays-Bas, les organisations sont vraiment motivées parce qu'elles doivent payer pour les employés pendant 2 ans s'ils sont en congé de maladie et donc c'est une motivation différente, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un bon soutien disponible. Ça pourrait être mieux. Ça peut toujours être mieux. Mais la motivation est différente dans les pays scandinaves. Leur culture est tout simplement différente là-bas. On parle des choses plus ouvertement. Il y a bien sûr de la stigmatisation. Il y a de la stigmatisation partout, mais il y a une culture différente. Il y a une ouverture d'esprit et c'est plus accepté. Nous avons le système tripartite mondial, donc nous avons très peu de législation au Danemark. Quand il s'agit de politique de travail, nous avons des politiques en place, des accords entre les employés du gouvernement et les employeurs et les syndicats sont incroyablement forts au Danemark.
Et je pense que c'est en partie l'explication pour laquelle ça fonctionne relativement bien, parce que les employés ont une voix indirecte à travers les syndicats et les accords qui sont leur voix sur leur lieu de travail. Donc, je pense que c'est probablement pourquoi ça fonctionne relativement bien au Danemark. Ici, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais nous avons de très bonnes histoires ici aussi, et elles ne sont pas si courantes que ça. Il s'agit de sensibiliser, de faire prendre conscience aux organisations et aux employeurs des avantages, de l'éducation, de la sensibilisation et du soutien aussi. Une des choses que ma collègue Jo Yarker d'Affinity Health at Work, dont j'ai fait partie, s'est penchée sur le retour au travail pour les propriétaires de petites entreprises qui n'ont pas toutes ces ressources, qui ne peuvent pas offrir de soutien psychologique. Mais comment pouvons-nous les aider à mettre en place le processus avec leurs employés et ce genre de choses? Que plus nous pourrons mettre à la disposition des organisations des boîtes à outils, plus il leur sera facile de gérer ces processus avec leurs employés. Ça a du sens. La prochaine question est la suivante. Vous avez mentionné le rôle du médecin généraliste dans le diagnostic. Est-ce que le médecin pourrait jouer un autre rôle dans le plan de retour au travail? Oui. Donc ici, vous avez le billet de maladie, ce qui signifie que c'est un autre problème. Et avec le billet de maladie, ça signifie que le médecin doit écrire quel type de travail l'employé peut faire, et bien sûr, c'est très difficile. Les médecins généralistes n'ont pas été particulièrement bien formés à ce sujet. Ils ne travaillent pas comme prévu. Ils sont très critiqués. Je pense donc qu'il s'agit de former les médecins à s'engager dans ce processus. J'ai participé à plusieurs projets de retour au travail et le problème est que le médecin et le lieu de travail ne sont pas bien intégrés. Donc, je pense qu'il faut une meilleure communication. Le généraliste, encore une fois, lorsqu'il y avait une relation stable, c'était le même généraliste. Le généraliste connaissait les problèmes spécifiques du travailleur et son histoire. Il continuait à le suivre après son retour au travail et à lui fournir des conseils et des informations. Et je pense que c'est extrêmement important et malheureusement, ce n'est pas quelque chose que nous avons vu souvent. Une fois que vous retournez au travail, c'est tout et vous aurez peut-être des ajustements de vos médicaments, mais vous n'avez pas vraiment de soutien et vous n'avez pas vraiment de discussion à savoir comment vous vous en sortez au travail. Et je pense que c'est important du point de vue du médecin généraliste aussi de s'engager dans ces discussions. Mais le système de santé au Royaume-Uni subit beaucoup de pression. Vous avez 10 minutes dont vous n'avez pas nécessairement le temps pour avoir ces conversations, mais nous l'avons observé dans certains cabinets de médecine générale. Parfait, merci. Notre prochaine question est: que faites-vous quand le financement disponible pour accéder au soutien est insuffisant, comme 500 $ par an, et si la thérapie n'est pas disponible parce que le système est surchargé à la fois dans le secteur privé et public? Que peut faire un individu lorsque les soutiens externes sont absents? Je pense que la première étape est d'aller à la clinique et de voir s'il y a un soutien disponible. Et, encore une fois, nous avons interrogé des personnes dans tout le Royaume-Uni, en Irlande du Nord, en Écosse, au Pays de Galles, en Angleterre, et ça varie beaucoup dépendant des régions. C'est la même chose au Canada, mais nous avons vu qu'il y avait du soutien disponible dans certaines régions et comme je l'ai déjà mentionné, les organismes de bienfaisance ont exploité les services communautaires, dont je pense que nous pouvons aussi faire beaucoup pour que ces différentes sources de soutien soient connues et faire connaître davantage le soutien disponible en dehors des organisations. Nous avons eu des gens qui ont eu un soutien fantastique ou qui ont senti qu'ils avaient eu un très bon soutien et de très bons conseils en dehors du travail. Et certains d'entre eux n'étaient pas à l'aise d'avoir du soutien sur le lieu de travail, même si c'était anonyme et confidentiel, et ils cherchaient donc leur soutien auprès d'autres communautés locales et d'organismes de bienfaisance. Donc, je pense que c'est une autre façon de faire connaître les sources de soutien disponibles en dehors du lieu de travail également. Merci Karina, et je crois que nous allons poser notre dernière question. Merci d'avoir expliqué le modèle Igloo. Les employeurs peuvent-ils avoir un impact et apporter leur soutien à tous les niveaux du modèle Igloo? Si oui, pouvez-vous donner quelques exemples? Je pense qu'il est important que les employeurs soient des modèles et de communiquer dans l'organisation. Vous savez, les travailleurs, c'est OK d'être en congé maladie à cause d'un problème de santé mentale. C'est OK d'avoir des problèmes et c'est OK d'avoir un fonctionnement réduit au travail. En même temps, créer des attentes et mettre des ressources en place pour les équipes. C'est bien de soutenir cet employé, mais il faut s'assurer que les responsables ont les ressources disponibles, qu'ils ont la formation nécessaire. Donc, je pense que les employeurs jouent un rôle incroyablement important à tous ces niveaux, en mettant en place des politiques qui permettent à tous les employés, les collègues et les responsables de soutenir les personnes qui reviennent au travail. Merci beaucoup. Et maintenant, Karina, voulez-vous adresser un dernier message à notre audience avant de terminer le webinaire? Je voulais juste vous remercier d'avoir participé à cette émission.
Comme vous pouvez voir, je suis vraiment passionnée par ce sujet et je pense que plus nous en parlons et plus nous faisons passer le message, plus nous créerons de bonnes conditions de travail pour tout le monde. Et il devrait y avoir de la place pour tout le monde. Nous sommes tous différents et nous avons tous besoin de soutien, surtout les employés qui reviennent au travail. Donc, plus nous pouvons créer ce genre de forum où nous discutons de ces choses, mieux c'est. Je pense que c'est vraiment important. Parfait. Merci beaucoup, Karina, de nous avoir enseigné le concept Igloo ainsi que les stratégies et les types de soutien disponibles pour le retour au travail des employés souffrant de problèmes de santé mentale courants et d'avoir répondu à notre série de questions. Et merci beaucoup à notre public pour son engagement et son intérêt croissant pour nos webinaires. Immédiatement après ce webinaire, vous serez dirigé vers le sondage d'évaluation. Nous apprécions grandement vos commentaires sur nos webinaires ainsi que vos suggestions pour les futurs sujets. Si vous souhaitez obtenir une attestation de présence pour cette session, veuillez envoyer votre demande par courriel à admin@workwellnessinstitute.org. Les membres de l'Institut du bien-être au travail reçoivent des certificats gratuitement. Si vous n'êtes pas membre du WWI, les frais d'administration sont de 15 $. Notre prochain webinaire, Mobiliser le talent, est intitulé « Migraines et autres maux de tête au travail ». Ce webinaire sera présenté par le Dr Anna Andrew, directrice de recherche sur les maux de tête au Headache Center au Royaume-Uni. Tous nos webinaires sont créés pour être accessibles au public et appuyés par des dons et des adhésions volontaires. Merci encore de votre participation et merci infiniment à Karina d'être parmi nous aujourd'hui. Au revoir et à bientôt!